Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, saccage en règle de la bande des Niayes, le haut lieu du maraîchage est en grand danger. Les carrières de sable accélèrent la désertification. Il y a urgence à suivre en début de journal. Le reportage d'Hassan Gueye. Reportage du soir, la rédaction d'ITV s'intéresse aux relations amoureuses pendant le mois de Ramadan. Alors, comment entretenir la flamme durant cette période qui impose un changement de comportement au couple? Réponse avec notre reporter Ami Diouf au cours de cette édition. Le métier de livreur en ce mois béni de Ramadan marche bien. Pour en savoir davantage, il faut demander à Honoré Serigne Babacar Bangoura, qui s'est lancé dans ce domaine il y a aujourd'hui 8 ans. Son portrait sera dressé par Abdourahmane Ly. Élection présidentielle en France, Macron face à plus d'une dizaine de candidats. Les Français vont voter ce dimanche pour élire un 26e président ou reconduire le 25e de l'histoire de la France, Emmanuel Macron. Et puis, en fin d'édition, votre rubrique article de la semaine, le gaz butane était introuvable cette semaine dans certains quartiers de Dakar. Le directeur de publication du quotidien L'Info, Mbaye Chandoum, a accordé un intérêt particulier à cette situation qui a laissé des familles dans le besoin pendant quelques jours. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Politique pour démarrer ce journal. Augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Serigne Mbacké Ndiaye s'oppose à cette proposition. Le président de la Convergence libérale et patriotique propose la réduction du nombre de députés à 100, la mise en place d'un gouvernement composé de 15 ministres. Il propose la suppression de la limitation des mandats et l'interdiction des coalitions pour les élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Serigne Mbacké Ndiaye, président de la Convergence libérale et patriotique, a tenu ses propos lors du 2e congrès de la CLP. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Sy et Moussa Fall. Nous avons un pays où il y a 400 partis politiques qui ne vont jamais à des élections. Donc nous proposons l'interdiction formelle d'alliance pour les élections législatives. Interdiction formelle. Chaque parti ira seul aux élections. Et tout parti qui n'obtient pas un siège au moins doit disparaître de la scène politique. Ça, c'est la première mesure. Deuxième chose, si nous nous tournons vers l'Assemblée nationale, nous pensons qu'il faut supprimer la liste nationale, réduire le nombre de députés, supprimer le salaire des députés. Tout notre projet dit que les régions que nous avons aujourd'hui au Sénégal ne sont pas viables. Économiquement, elles sont faibles. Culturellement, elles ne sont pas solidaires. Donc, il faut aller vers un autre découpage territorial. Donc, nous pensons qu'il faut avoir le courage d'aller vers ces changements-là et ne pas s'arrêter là. Aller au gouvernement. Comment on peut avoir un pays comme le Sénégal où tout est à faire et avoir un gouvernement de 40 ministres? Donc, nous pensons qu'il faut revenir à ces normes-là, avoir un gouvernement de 15 ministres. Et ça nous permet de faire fonctionner le pays. Moi, je suis farouchement contre la limitation du nombre de mandats du président de la République. Il appartient au peuple de choisir ses dirigeants. Pourquoi lui dire que vous n'avez pas le droit d'élire quelqu'un pour 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats ou 6 mandats? Ces Occidentaux-là que nous essayons d'imiter, ils ne le respectent pas. Notre projet de principe, c'est d'aller seul. Mais nous avons tenu compte d'un certain nombre de facteurs. Nous estimons qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de stabiliser ce pays-là. La priorité, c'est de stabiliser le régime. Non plus que le président de notre coalition nous avait demandé à ne pas aller, il a demandé à tout le monde de ne pas aller avec des listes parallèles, mais de rester solidaire en rang serré. Les partisans des 2 plus grands partis politiques de la coalition présidentielle veulent donner un souffle nouveau à leurs différentes formations politiques. À quelques mois des élections législatives au PS, un mouvement est né dans ce sens dénommé IRAS, Initiative de réflexion et d'action socialiste, au moment où, à l'AFP, une guerre de positionnement est notée pour la succession de Moustapha Niasse, qui va se retirer de la vie politique après les législatives. Un désordre total. Selon l'analyste politique Ibou Sani, il pense que les 2 formations politiques n'ont aucun intérêt à quitter le navire. La coalition
élections, ni pour les législatives, encore moins pour la présidentielle prévue en 2024. Ibou Sané, analyste politique et par ailleurs enseignant-chercheur à l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, est joint au téléphone par Abdourahmane Ly. Parce que ça aurait été intéressant de quitter Nabil il y a longtemps, très longtemps. Mais maintenant qu'ils vont partager un bilan avec la mouvance, le parti au pouvoir, l'APR. Mais c'est le bilan à eux. S'ils quittent le pouvoir aussi, ils vont être grands perdants. Ils ont tout intérêt à rester jusqu'en 2024. Et après 2024, ils ont l'occasion, entre-temps, de se refaire une santé. Mais s'ils quittent comme ça, 100% qui est les moyens de maintenir le béton, eh bien, ils ne vont pas revenir de sitôt au pouvoir. D'autant plus que déjà, au Sénégal, quand on perd une élection présidentielle, on ne revenait pas de sitôt au pouvoir. On reste longtemps dans l'opposition, et rester dans l'opposition, c'est perdre la plupart de ses militants. Il faut qu'on mette l'accent sur les primaires, pour que une fois qu'on a désigné quelqu'un, qu'il y ait le consensus autour. Parce que le propre de la démocratie, c'est le consensus. Maintenant, si on n'a pas le consensus, maintenant on peut négocier toujours jusqu'à trouver comme encore un modus vivendis. Parce qu'en général, on donne tous les pouvoirs au président du parti, au secrétaire général du parti, et ça fonctionne comme ça dans tous les partis politiques au Sénégal, c'est bien. Parfois, il peut travailler des statistiques, parfois, il peut travailler, il est influencé, et résultat, il est choisi. Parfois, comme encore, en matière de gestion des hommes, il les gère très mal. Au point que les gens ont tendance à mettre l'accent sur la culture des disques parallèles. Maintenant, sur la zone des Niayes, le haut lieu du maraîchage qui assure 80% de la production maraîchère est en grand danger. Les périmètres et vergers sont remplacés de plus en plus par les lotissements. Les carrières de sable accélèrent la désertification. Il y a vraiment urgence, n'est-ce pas, Hassan Gueye? La zone des Niayes, la plus proche de Dakar et de Thiès, encourt un gros risque, celui de mourir tout bonnement de sa belle mort. Tous les écosystèmes sont en cours de destruction, de Sangalkam à Kayar, de Kermousse à Noto-Goudiama. Des phénomènes inquiétants et de grande ampleur se déroulent dans ce magnifique potager d'où proviennent les 80% de la production maraîchère du Sénégal. Chaque semaine au moins, une exploitation est dévastée par les engins de terrassement. Après leur passage, le spectacle fend le cœur. Des dizaines et des dizaines d'arbres sont déracinés, couchés dans les bras de la mort. La sépulture est un paysage lunaire. Les curieux de la nature assistent impuissants au processus de désertification accéléré et s'émeuvent de l'apathie des pouvoirs publics. Le sanctuaire dont on procède au démantèlement laisse progressivement la place au béton, au ciment, ainsi qu'aux briques pour la fondation et l'élévation du cadastre. Les lotissements ne se comptent plus, les bornes n'ont plus de limite. Au demeurant, le prix du mètre carré est chaque année ici plus onéreux. La pression démographique marque les territoires. Aussi, l'urbanisme et l'habitat passent-ils pour les compétences transférées les plus adressées par les collectivités. Les services déconcentrés ont vocation quant à eux à ériger les garde-fous pour arrêter l'hémorragie. En font-ils vraiment assez? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des îlots de Sahara sont en cours de formation dans cette bande des Niayes. L'oasis de l'Académie Génération Foot, par exemple, à Dini Biramda au nord, est menacée de submersion par les sables mouvants. Les facteurs anthropiques, les carrières de sable sujettes à des prélèvements sauvages, démolissent tous les équilibres. Nombre d'exploitations agricoles sont en sursis. Les productions légumières dépassent ici, il est vrai, le 1 million de tonnes. Les marchés borchands sont encore bien approvisionnés, sauf que par beau temps, on ne voit pas l'orage arriver. La rareté des pluies a tari sources et cataractes. Les bassins sont en cours de remblaiement. Les grands baobabs ainsi que les palmeraies sont l'objet d'écocides, les uns après les autres. Il restera bien sûr les autres espèces du vivant. L'âne observe tout, la mort dans l'âme. La tristesse
est à ne pas sortir un chien d'or. Les chèvres sont vite effarouchées. On s'écorne tout seul en agissant ainsi. Les oiseaux sont encore là pour rappeler que personne n'est blanc comme neige. Un de ces jours, il ne nous restera plus qu'à verser des larmes de crocodile. fii temps bi ñu fi newee man ma toll ci sama ngone boo génnee da ngay dégg jastig yi di jooy ci kii bi ci dex gi ci gannaaw da ngay dégg jastig yi jooy. À l'instant, Hassan Gueye et Moussa Fall. Pendant ce temps, le projet de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss va démarrer au mois de juillet prochain. Le coût du projet s'élève à 206 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal, qui a mis 36 milliards, a eu l'appui de la Banque mondiale, qui a financé à son tour à hauteur de 72 milliards de francs CFA. Ce projet est bien apprécié par les récupérateurs. Boudal Ndiaye. La décharge de Mbeubeuss va faire peau neuve. L'annonce est du directeur du Promojap, Ibrahima Diagne, après une visite en compagnie de la Banque mondiale et d'autres partenaires. Et les ressources sont disponibles. On est vraiment aujourd'hui sur le décaissement des ressources. Donc 206 milliards a été mobilisé entre l'État du Sénégal et les banques. Practice manager qui est basé à Washington, qui a fait le déplacement, accompagné du chef de projet au niveau de la banque et des responsables environnementaux et sociaux. En tout cas, ils ont tiré un bilan satisfaisant de la visite, mais aussi de la mise en œuvre du projet. Parce qu'il a dit aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est que le paradigme a beaucoup évolué. On sent quand même une prise en main du projet par l'État du Sénégal qui assure le leadership et que les choses sont en train d'avancer. Ça fait plusieurs années qu'on parle. Donc la première initiative de fermer la décharge date de 1992. Mais aujourd'hui, on commence à voir le bout du tunnel. Parce que comme je l'ai dit, l'ensemble des dossiers d'appel d'offres est bouclé. Donc on va procéder aux appels d'offres pour que les travaux puissent démarrer au mois de juillet-août. Le projet de réhabilitation de Mbeubeuss, qui se fera progressivement, est bien accueilli par les récupérateurs qui demandent d'être impliqués davantage. Mais nous, en tant que récupérateurs, ce qui nous concerne, c'est que nous disons que ce projet doit être un appui pour les récupérateurs, mais ça ne doit pas les défavoriser. Une décharge qui a 114 hectares et que les espaces de travail sont réduits souvent, ça cause beaucoup d'accidents. Donc il est important d'impliquer les récupérateurs dans le système de gestion des déchets. Dans ce projet de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss figure l'amélioration de la piste d'accès principale à la décharge, la mise en place d'équipements pour l'amélioration de la sécurité et la fourniture d'équipements pour l'amélioration des conditions de travail, entre autres. Boudal Ndiaye, tout candidat au permis de conduire doit passer obligatoirement dans une auto-école. Telle est la nouvelle disposition inclue dans le code de la route. Les moniteurs rencontrés par notre reporter magnifient l'instauration de cette loi, mais ils demandent à l'État du Sénégal d'assainir le secteur. Reportage à l'UNSO. Nous avons rencontré ces moniteurs au niveau du parking du stade Léopold Sédar Senghor. Les voitures stationnées, ils ont fini leur service. Difficile d'avoir un interlocuteur à quelques heures de la rupture du jeûne. L'un d'eux accepte finalement de se prêter au jeu des questions-réponses. Pour ce moniteur, le passage obligatoire dans une auto-école imposé par le nouveau code de la route est une excellente initiative. L'anarchie constatée dans le secteur doit être résolue selon lui. Franchement, c'est une décision à applaudir des deux mains. Allez vous faire former pour venir conduire, mais c'est une excellente décision et ça va lutter contre l'anarchie. Il faut savoir avancer avec le temps pour dépasser l'anarchie. Cette décision des autorités, elle est noble à ses yeux, mais il faudra revoir le système avec ces mots, selon ce moniteur. Le secteur est détruit par les clandestins et c'est vraiment ce qui a chamboulé tout le système, car elle ne favorise que l'anarchie.
Malgré les tracasseries, les auto-écoles deviennent de plus en plus nombreuses. La réglementation s'impose, soutient-il. Mais en fait, la demande est très forte. Tous les jeunes de plus de 18 ans veulent avoir un permis de conduire. Mais là ne situe pas le problème. Le réel défi, ce n'est pas la demande, mais la réglementation, et il est vraiment temps pour cela. Comment réglementer la chose? Mais d'où taux de fréquentation Le nouveau code de la route a été voté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Parmi les nouvelles dispositions de ce code, le passage obligatoire dans une auto-école pour l'obtention d'un permis de conduire, une mesure qui entre dans le cadre de la lutte contre les accidents. L'AS, comprenez l'IMAC AIBD Souma a organisé sa deuxième édition du Customer Week. Durant ces journées, 30 créateurs ont présenté leur production aux voyageurs. Objectif, améliorer la qualité de service à l'aéroport international Blaise Diagne. Askin Demir est le directeur général de l'AS, gestionnaire de l'AIBD. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Mour, Muntaga Khan. Cette semaine-là, c'est la deuxième édition de Customer Care Week. Donc, on donne l'attention à nos passagers avec la participation de tous nos partenaires, de la plateforme aéroportière, mais aussi de tourisme. Cette année-là, on a choisi le thème de Meet Made in Sénégal. Ça veut dire qu'on a fait une exhibition sur le produit local, avec les designers locaux sur le mode de Sénégal, sur le produit de Sénégal. Et sur toutes les exhibitions, il y a des codes de code avec lesquels le passager il peut connaître aussi par qui c'est produit. Donc c'est un contact direct entre le passager et le producteur des produits locaux. Je pense qu'on a eu un bon succès ces 2-3 jours qui est passé et j'espère que ça va aider beaucoup aux designers sénégalais, aux producteurs sénégalais pour rencontrer avec leur clientèle ou avec une clientèle différente. Les 30 créateurs qui ont participé à ces expositions se disent très satisfaits. Ils soutiennent que celles-ci constituent pour eux de belles opportunités à saisir. Les exposants demandent aux autorités de leur faciliter l'exportation de leurs produits, de leur production. Muntaga Khan. Les 30 créateurs qui ont participé à ces expositions se sont félicités de la tenue de ces activités qui constituent, selon eux, de belles opportunités d'affaires. Nous remercions vraiment l'AS de cette belle opportunité parce que l'aéroport est la première porte d'entrée d'un passager ou quelqu'un qui vient et nous avons envie que ces gens en repartant chez eux puissent trouver des souvenirs du Sénégal tout simplement au sein de l'aéroport pour pouvoir les amener. Les créateurs sont si satisfaits qu'il ne s'agit que de scanner une marchandise pour accéder au site du vendeur. Cela permet à ces passagers, en scannant par exemple ce panier, ça va diriger directement sur la page de panierie. S'ils voient un vêtement de Tutti ou Owens, il suffit de scanner, ça dirige sur les pages de Owens. Les créateurs demandent aux autorités de leur ouvrir les portes de l'exportation. On a eu à parler avec le directeur de l'aéroport, de parler aux compagnies aériennes pour qu'ils nous facilitent l'exportation. Et ce serait bien qu'aujourd'hui le ministre de la Culture et que le ministre de l'Entrepreneuriat féminin, le ministre du Commerce, eux tous réunis, puissent nous recevoir afin qu'on parle de nos doléances. La sublime case destinée à la vente d'objets d'art qui règne à mettre au milieu du hall de l'aéroport est inspirée, selon les responsables de l'AS, des cases de la Verte Casamance. Pour le reportage du jour, la rédaction d'ITV s'intéresse aux relations amoureuses pendant le Ramadan. Il y a de nombreux préceptes à appliquer et à respecter à la lettre pour ne pas compromettre son jeûne. Alors, comment entretenir la flamme durant cette période qui impose un changement de régime, mais aussi un changement de comportement? Les détails dans ce reportage d'Ami Diouf et Mafalfal.
Comment vit-on les relations amoureuses en période de Ramadan? Un sujet qui intéresse plus d'un. Ce jeune homme se montre prudent en cette période de Ramadan. Il évite d'évoquer avec sa femme les sujets qui compromettent son jeûne, mais les mots doux sont inévitables, nous confie-t-il. Je ne pense pas que certains mots doux puissent gâcher le jeûne, surtout quand il s'agit de ma femme. L'essentiel est que je fais tout pour éviter d'être en contact avec elle, pour ne pas être tenté. Cet avis ne fait pas l'unanimité. Selon Marietou, il faut éviter certains sujets de discussion en ce mois béni, même s'il faut tout faire pour garder la vie de couple intacte. Imagine que je lui dise je t'aime, bisous ou bien tu me manques. Ça peut le pousser à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas. Aliou Sarr conseille aux jeunes de ne pas évoquer les sujets qui pourraient provoquer l'annulation du jeûne. Les sujets concernant la spiritualité doivent être privilégiés. C'est juste pour 30 jours, donc le mieux c'est de s'abstenir et éviter tous ces mots qui pourraient gâcher le jeûne. Personnellement, j'invite ma femme à des discussions spirituelles pendant la journée. Le Ramadan impose un changement de rythme et de comportement pour les couples et chacun de nos interlocuteurs a sa manière pour entretenir la flamme. Sur l'international, les Gambiens ont voté aujourd'hui pour les élections législatives. Le président Adama Barrow pourrait renforcer son pouvoir après avoir été réélu l'année dernière. Le vote à un tour aidera à choisir 53 députés, tandis que Barrow, pour un deuxième mandat de 5 ans après la victoire électorale de décembre dernier, nommera les 5 autres, dont le président du Parlement. Juste préciser que le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais notre correspondant sur place, Amadou Barry, nous signale que le taux de participation est très faible. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les Français vont voter demain pour élire un 26e président ou reconduire le 25e de l'histoire de la France, Emmanuel Macron. Le président sortant va faire face à plus d'une dizaine de candidats qui briguent tous le fauteuil présidentiel. Mais la candidate extrémiste du Rassemblement national, Marine Le Pen, bouscule Emmanuel Macron dans les sondages et se présente comme la principale challenge. Abdoulatif Diop est notre correspondant permanent à Paris. 48,7 millions de Français vont aller aux urnes ce dimanche pour élire un 26e président ou reconduire le 25e de l'histoire de la France depuis 1848. 12 candidats sont en lice, dont 3 femmes pour la première fois. Il s'agit de Valérie Pécresse, candidate des Républicains, Anne Hidalgo, candidate des Socialistes, maire de Paris, et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. L'avocate de 53 ans, native de Neuilly-sur-Seine, est la principale challenger d'Emmanuel Macron, favori de ce scrutin et candidat à un second mandat. En 2012, Marine Le Pen arrive à la 3e place et en 2017, elle est 2e et va au second tour contre Emmanuel Macron. Cette année, elle bouscule le candidat d'En Marche dans les sondages et espère compter sur des éventuelles consignes de vote des Républicains, mais aussi d'Éric Zemmour qui occuperait la 5e place avec près de 10% des électeurs français. Dans les derniers jours de campagne électorale, les jeunes se sont beaucoup intéressés à ce scrutin très particulier cette année à cause des enjeux dans la politique d'emploi des candidats qui ont tous taillé une grande part aux jeunes dans leur programme. Portrait du jour, nous nous intéressons aujourd'hui au métier de livreur. Pour en parler, nous allons suivre dans quelques instants Honoré Serigne Babakar Bangoura qui s'est lancé dans ce domaine
Il y a aujourd'hui 8 ans, ce natif des Parcelles Assainies, âgé de 25 ans, marié aujourd'hui, nous parle des difficultés qu'il rencontre sur le terrain. Et ce n'est pas tout, ce métier marche bien en ce mois béni de Ramadan. Son portrait est dressé par Abdourahmane Ly. Regardez. Le quotidien d'un coursier se résume à prendre une commande, s'assurer que sa motocyclette ne souffre d'aucune panne et se rendre à la destination prévue. 8 ans, Honoré Serigne Babacar vit cette routine. Il rembobine le temps. Ça a été commencé en fait à un ami qui avait une petite moto. Donc après on a commencé à faire des trucs de livraison. Il m'a dit mais pourquoi pas toi, tu peux pas faire ça? Je dis moi je suis pas doué. Il me dit non si, toi tu es doué de le faire. Parce que tu as le timing, tu as la philosophie, tu as le mental, tu peux le faire. Tu gagnes de l'argent. Après j'ai dit ok. Il m'a prêté son moto, après voilà. On a commencé à faire ça. L'autre chose que Honoré a faite, s'acheter sa propre moto à 350 000 francs, le total de ce qu'il a pu amasser avec son ami avant de s'éloigner de sa famille pour une raison bien déterminée. Quand tu es un homme, il faut te savoir se battre. Parce que ton père, il t'a amené ici au monde, mais il ne peut pas te donner tout. Au moment donné que tu sais que ton père, il n'a pas assez fort sur les moyens. C'est à toi de te battre, c'est à toi de te décasser à gauche, à droite. Il s'est battu jusqu'à être recruté dans une boucherie de la place. Il est aujourd'hui salarié en tant que livreur par le biais d'un ami. Des difficultés, il en rencontre sur le terrain cette fois-ci. Donc des fois, tu roules, on te heurte. Des fois, tu chamailles avec les taximans. Des fois, tu chamailles avec les tatas. Donc c'est un travail qui a beaucoup de risques. Honoré est conscient des risques même s'il ne porte pas de casque. Inch'Allah, je vais porter. Et sa moto dépourvue de rétroviseur. Parlant de rétroviseur, Serigne Babacar dit avoir une forte pensée pour ses parents qui ont sacrifié leur vie pour leur réussite, lui et ses frères. Mon père, en fait, c'est un papa qui nous a appris la vie. C'est un papa qui n'a pas eu le temps, en fait, de laisser ses enfants. Donc mon père, il m'a appris la vie, il m'a fortifié, il m'a donné la force. Après, lorsque j'ai commencé à savoir ça, je me dis que genre, il est temps que je sors de chez moi, il est temps que je me décacasse à moi-même et de trouver la porte pour avoir la porte de réussite. Honoré Serigne Babacar explique avoir également fait une formation en kinésithérapie. Il se dit optimiste quant à l'atteinte de ses objectifs. À côté de lui, un soutien de taille, son épouse. Le gaz butane était introuvable cette semaine dans certains quartiers de Dakar. Une rupture de la bouteille expliquée plutôt par le non-respect du protocole de l'interchangeabilité selon la direction du commerce intérieur. Quoi qu'il en soit, le directeur de publication du journal L'Info, Mbaye Thiandoum, a accordé un intérêt particulier à cette situation qui a laissé des familles dans le besoin pendant quelques jours. Et vous l'avez compris, c'est votre rubrique hebdomadaire article de la semaine, signé Mamadou Dieng et Moussa Fall. La bonbonne de gaz se fait désirer dans certains secteurs de la capitale. Une situation digne d'être appelée pénurie, même si la direction du commerce intérieur évoque plutôt une remise en cause de l'interchangeabilité des bouteilles. Mbaye Thiandoum, directeur de publication du quotidien L'Info, aborde la question dans les colonnes de son journal. Selon lui, le protocole d'interchangeabilité ne serait plus respecté. Il explique. Après la sortie du directeur du commerce, qui a également expliqué que ce n'était pas en réalité un problème de pénurie, mais d'interchangeabilité. Vous savez, au niveau du secteur, il y a ce problème d'interchangeabilité et a été mis en place. Cela pour permettre à l'usager
de pouvoir avoir son gaz à tout instant, quelle que soit la bouteille, la bonbonne dont il détient. Donc vous savez, il y a à peu près 5 grands opérateurs, donc Lobou Mame Diarra, Total, Puma, Ola et Touba Gaz. Donc par exemple, si vous avez une bouteille de Lobou Mame Diarra, vous pouvez l'échanger contre une bouteille de Total. Donc ceux qui ont la bouteille de Total peuvent l'échanger avec une bouteille de Touba Gaz. Donc c'est ça l'intérêt de cette interchangeabilité pour que l'usager puisse avoir à tout moment son gaz. Un seul opérateur gazier est au banc des accusés. Total, la société française, aurait manqué au respect du protocole, ce qui entraîne une perturbation dans la distribution du produit. On a eu à discuter avec des gens du secteur, des gens qui s'y connaissent, mais on a également découvert qu'en réalité, ce n'était pas exactement un problème d'interchangeabilité. Pourquoi? Parce que tous les autres opérateurs, les 4 autres opérateurs, sont en train d'interchanger leur bouteille. Le problème en réalité, c'est Total. C'est Total qui, à un moment donné, a pratiquement considérablement diminué son activité. Donc, beaucoup de ces bouteilles sont restées au niveau de ses concurrents. Et, par exemple, quand il ne récupère pas ces bouteilles, non seulement lui, il a un déficit, mais ses concurrents aussi auront des problèmes au niveau de leur stock. Par exemple, si aujourd'hui Touba Gaz remplit, donc, par exemple, 20 000 bouteilles par jour, et qu'il écoule ces bouteilles au niveau du marché, et qu'au niveau des ventes, il récupère par exemple 5 000 bouteilles de Total, donc ces 5 000 bouteilles de Total seront 5 000 bouteilles de moins sur son stock. Donc si Total ne vient pas récupérer ces 5 000 bouteilles qui sont à Touba Gaz, le lendemain, Touba Gaz ne pourra plus faire 20 000, mais 15 000 parce qu'il a perdu 5 000 bouteilles que Total devait venir récupérer. Donc si cette situation perdure, forcément ça va créer des problèmes. Parce que les autres auront perdu beaucoup de bouteilles de production journalière. Donc parce que leur stock manque des bouteilles que Total devait venir récupérer. Il ne l'a pas fait. La situation ressemble donc à du sabotage, une affirmation de certaines sources du journaliste. Bon, peut-être que je n'ai pas personnellement les éléments pour dire que c'est un sabotage, mais dans le secteur, il y a des sources, des gens qui te disent que c'est carrément du sabotage. Mais bon, je n'ai pas les éléments pour l'étayer, mais les gens le disent clairement. Certains ménages souffrent de cette situation. La bonbonne de gaz est une nécessité absolue dans les foyers, surtout en cette période du mois de Ramadan. Mbaye Thiandoum, directeur de publication du journal L'Info, prône le respect du protocole pour que pareille situation ne se reproduise. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. À suivre tout à l'heure à 22h30, votre émission Iftar avec Boubacar Diallo et Imam Pouy. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.